Bénin TV. Très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, la première tournée du ministre de l'Agriculture depuis sa prise de fonction à Dimblou-Kounon-Goubalan s'est rendue dans le Borgou aux côtés des acteurs du monde agricole pour une prise de contact, mais pas sans une présence à Parakou à l'occasion de la fête des cotonculteurs avec une prime à l'excellence et à l'engagement. Peut-on mêler virtuel et réel pour découvrir un endroit inconnu? Un voyage au cœur des palais des Tang, l'un des joyaux du patrimoine chinois. C'est la promesse d'une exposition au Centre culturel chinois de Cotonou. Une exposition où le réel et le virtuel sont mis en synergie. Hors du Bénin au Nigeria, l'ancien général Rabe Aboubakar est mort en captivité après son enlèvement par des hommes armés. Pendant ce temps au Cameroun, l'opposant Issa Chiroma Bakari porte plainte en France contre le président Paul Biya et plusieurs responsables du régime. Et puis, le Ghana dénonce le refus du Canada d'accorder un visa à son international Thomas Partey pour le Mondial 2026. Mais avant le développement de ces titres, investir dans les zones frontalières pour renforcer la sécurité nationale et promouvoir le développement à la base, c'est l'objectif de la 13e édition de la Semaine des frontières béninoises. À Tchaourou, cette célébration a pris une dimension à la fois citoyenne et sociale, avec des séances de renforcement de capacité au profit des élus locaux et une vaste campagne de consultation et de soins gratuits destinés aux populations. Le détail avec Nestor Sela. Dans le cadre de l'atteinte de ces objectifs visant à renforcer la résilience des communautés frontalières, l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers renforce les capacités des élus locaux de la commune de Tchaourou, située à la frontière avec le Nigeria. Aujourd'hui, les frontières ont cessé d'être des périphéries, mais les frontières sont devenues des passerelles. Les communautés qui y vivent doivent désormais commencer à développer le sentiment d'appartenance à la nation, parce que le gouvernement du président Romuald Wardani a mis dans son programme le renforcement des capacités des territoires frontaliers. C'est la raison d'être de l'ABGF ici dans ces différentes communes pour magnifier les frontières, pour montrer aux élus locaux que les frontières sont des opportunités à saisir et non des zones de séparation. La Semaine des frontières béninoises constitue également une occasion pour l'ABGF d'offrir des soins gratuits aux populations des communes frontalières. Nous examinons gratuitement les populations par des spécialistes que la BGF amène vers ces populations-là. Les analyses, les bilans sont gratuits. En ophtalmo, on opère gratuitement. On fait des vaccins gratuitement après le dépistage et on distribue les médicaments gratuitement. L'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers et son équipe médicale sur place pour le suivi de l'évolution des pathologies déjà diagnostiquées et soignées. Ça fait partie de l'une des orientations stratégiques de la politique nationale de développement des espaces frontaliers, qui est de réduire la pauvreté. C'est pour ça que nous sommes fiers d'accompagner ce processus et faire en sorte que les populations qui vivent dans ces localités frontalières puissent avoir le sentiment d'appartenance à la nation. C'est pour ça que le gouvernement du président Romuald Wardani a souhaité accompagner la santé communautaire pour que désormais la santé soit aux côtés des communautés. Il y a bon nombre dont les produits ont travaillé et ça va mieux actuellement. Nous qui sommes aujourd'hui ici, c'est parce que nos maladies sont un peu élevées qui a laissé que nous sommes revenus encore. Vraiment, nous apprécions leur mouvement. L'étape de Tchaourou fait suite à celle de Dogbo, Savalo et Savè. Une même dynamique qui vise à renforcer la sécurité, la coopération et la vigilance citoyenne le long des frontières béninoises.
Et après ces actions menées dans les zones frontalières pour rapprocher davantage les services publics des populations, cap à présent sur le secteur agricole, véritable moteur de l'économie nationale. Dans le Borgou, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Adin Blokounon-Goubalan, est allé à la rencontre des acteurs du monde agricole. Une toute première prise de contact marquée par un état des lieux du secteur et la présentation de la nouvelle vision du ministère. Reportage Olviga Messan, Prince Ernest Agbota. Parakou, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche rencontre pour la toute première fois les cadres de son département à l'échelle du Borgou. Visite des locaux de la direction départementale en charge de l'agriculture, puis une séance au siège de l'ATDA 4. Au cœur des échanges, un chapelet de difficultés liées au fonctionnement. Des obstacles qui ne moussent guère la détermination des acteurs à afficher de belles performances. Si je prends la filière Nacarne, nous avons quitté un rendement de 341 et aujourd'hui nous sommes à près de 500 kg à l'hectare. Mais si on prend les plantations qui ont subi les réhabilitations, il y a des pics qui tutoient 600 kg à l'hectare. Des résultats encourageants, certes, mais le ministre Adin Blokounon-Goubalan voit plus grand, très grand au regard des ambitions du gouvernement Wadaï. Je me sens parfois mal à l'aise. Quand on dit la production de cajou est 200 000, 300 000, ça ne veut rien dire. On dit qu'on fait 300 000 tonnes de cajou ou bien le soja 600 000 ou 500 000 et on est heureux. Non, on ne peut jamais être heureux pour ça. C'est très peu. C'est déjà clair qu'il y a du travail à faire. Ma vision pour ce secteur, surtout pour ce qui concerne le volet semencier, c'est de porter vraiment les subventions jusqu'à 90% pour le maïs. Surtout le maïs hybride. Et au moins jusqu'à 80% pour tout ce qui est planture. Cette nouvelle vision ne pourra se concrétiser qu'avec l'engagement et le soutien des acteurs agricoles au niveau local et national. Et après cette prise de contact, le ministre de l'Agriculture ne manque pas de participer à la célébration de celles et ceux qui portent au quotidien l'une des filières les plus stratégiques de l'économie béninoise. À Parakou, les héros de l'or blanc ont été célébrés avec faste à l'occasion de la fête nationale des cotonculteurs édition 2026. Les meilleurs producteurs ont reçu les honneurs de la nation en récompense de leur performance et de leur contribution au rayonnement de la filière coton. Les précisions avec Olviga Messan et Prince Ernest Agbota. Les artisans de l'or blanc sont à l'honneur. Venus des 4 coins du Bénin, les producteurs de coton ont célébré les performances de la campagne 2025-2026 sur fond de distinction, d'excellence et de fierté. Pour les lots que vous apercevrez et qui seront distribués aux lauréats, ils sont composés de véhicules pick-up 4x4, des tricycles, des motocyclettes, des roues semeuses, des appareils de traitement, du matériel informatique. Le geste que nous posons à travers l'événement de ce jour est une invitation à l'effort soutenu pour une plus grande productivité au sein des organisations de producteurs. On ne peut pas parler de l'économie de notre pays, le Bénin, sans parler du coton. 700 000 tonnes de coton. Le chef de l'État est prêt à vous retourner 7 milliards de francs CFA si vous faites net 700 000 tonnes. Si vous faites 750 000 tonnes, ça fait 7 milliards 500 000 francs CFA. Si vous faites 800 000 tonnes, ça fait 8 milliards. C'est le dynamisme dans lequel le gouvernement est désormais. Avec la nouvelle dynamique prônée par le gouvernement Wadaï, les cotonculteurs promettent d'aller au-delà des attentes. L'enjeu est devenu aujourd'hui une concurrence. Il faut noter que tous les producteurs, même jusqu'aux amours qui nous écoutent, feront de sorte qu'eux-mêmes soient cités. Distinction, encouragement et engagement renouvelés. À Parakou, la fête du cotonculteur 2026 a surtout réaffirmé la volonté des acteurs de maintenir le Bénin parmi les leaders africains du coton. Et
Dans un tout autre registre à présent, ce rendez-vous des plus attendus du monde scolaire, l'examen du baccalauréat 2026 démarre lundi. À quelques heures de ces épreuves écrites, l'heure est aux chiffres et aux tendances. Cette année, ils sont plus de 77 000 candidats à se lancer à la conquête du premier diplôme universitaire. Un effectif en légère baisse par rapport à la session précédente, mais qui permet déjà de dégager plusieurs enseignements sur la répartition des candidats selon les séries et les départements, suivant ce tableau statistique que nous propose Fallon Kisezuno. Pour le baccalauréat session de juin 2026, les statistiques par département montrent une forte concentration des effectifs dans le sud. L'Atlantique est en tête avec 19 114 candidats, suivi de l'Ouémé 15 104 et du littoral 10 416. À l'inverse, la Donga 1870 candidats, le Koufo 1982 et l'Alibori 2122 enregistrent les plus faibles effectifs. Quant à l'analyse par série, elle révèle que la série D demeure de loin la plus sollicitée avec 27 644 inscrits, malgré une baisse par rapport à 2025 où elle a enregistré 30 814 candidats. Elle est suivie de la série A2 avec 16 923 candidats et de la série B qui totalise 15 458 inscrits. Certaines séries enregistrent cependant une progression notable. C'est le cas de la série C, F3 et F4. À l'opposé, les séries G1, G2 et G3 observent toujours un recul, tandis que la série E reste marginalisée avec seulement 23 candidats inscrits sur l'ensemble du territoire. Concernant la répartition par sexe, les garçons demeurent majoritaires, 42 521 candidats, alors que du côté des filles, 34 580 candidats vont composer, soit respectivement 55% et 45% des effectifs. Place à présent à une autre réalité qui interpelle la société tout entière. Ce 13 juin, c'est la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, une occasion de mieux comprendre cette affection génétique, mais aussi de mettre en lumière les défis quotidiens auxquels sont confrontées les personnes qui vivent avec cette particularité. Dans ce journal, nous vous proposons le témoignage de Marie-Michel. Entre préjugés, obstacles et détermination, elle a choisi de transformer son vécu en message d'espoir et de sensibilisation. Un reportage signé Christelle Tongodo et Mathieu Degbeglo. Pendant longtemps, Marie-Michel Guedegbe s'est posé une question simple. Pourquoi elle est différente des autres enfants autour d'elle? Ça fait bizarre quand tu regardes autour de toi, tout le monde est noir et toi tu es blanc. Surtout quand je sors, je sens vraiment que tous les regards sont braqués sur moi. On me remarque très facilement et c'est pas agréable. À l'école, cette différence se fait très tôt sentir. Voir le tableau, suivre les cours, devient parfois compliqué. Moi, j'ai une acuité visuelle assez basse. J'avais toujours un camarade à côté qui me dictait les cours. Quand il s'agissait des schémas ou des tableaux, je devais forcément attendre que la personne finisse. Je prends son cahier puis je copie. Mais les difficultés ne s'arrêtent pas aux salles de classe. Dans la rue aussi, les regards et les remarques font partie de son quotidien. Quand tu marches dans la rue, on te dit « Oh, bonsoir, ça va bien, merci ». Ou quand tu marches dans la rue, les gens ont cette vilaine manie-là de faire comme ça. Est-ce que combien c'est argent? Est-ce que tu vois Ou la plupart du temps, les hommes qui vont te voir dans la rue vont t'aborder. Tu sens dans leurs propos que c'est de la curiosité. Ceux-là, ils ne sont pas vraiment intéressés par toi, mais ils veulent voir comment ça sera avec un griffe, une aguille au bout. L'albinisme est une affection génétique qui affecte la production de mélanine, le pigment responsable de la couleur de la peau, des cheveux et des yeux. Étant donné que nous sommes dans une maladie génétique, la déficience en cette mélanine peut être variable d'un individu à l'autre. Il y a des albinos que vous verrez, ils sont totalement clairs, alors que d'autres, vous verrez, ils sont beaucoup plus foncés. D'autres ont des cheveux roux, la peau un peu noire, la peau un peu mate, d'autres sont totalement rosés. À l'intérieur de notre corps, il y a des gènes qui permettent l'activation de ce qui va permettre de produire la mélanine. Et chez certains individus, ce gène-là va être désactivé.
Et c'est ça qui fait que malheureusement certains sont albinos. Cette condition impose une attention particulière face aux rayons du soleil. Une crème solaire avec un indice à 50%, il faut chercher un habit qui n'absorbe pas les ondes qui les rejettent comme du blanc. L'alimentation permet vraiment d'aider la production de mélanine. Protéger sa peau, protéger ses yeux et faire en sorte qu'il ait une vie comme tout le monde. Il n'existe pas à ce jour un traitement pour régler ce défaut héréditaire. Mais vivre avec l'albinisme ne limite pas les ambitions ni les parcours de vie. Il ne s'agit pas en fait d'une maladie qui va affecter l'individu dans le sens de l'empêcher d'arriver à ses objectifs dans la vie. Avec le temps, Marie-Michel Gadegbi a choisi de parler de son vécu pour aider d'autres personnes à mieux vivre le leur. Et à celles et ceux qui doutent encore de leur place, elle adresse ce message. Battez-vous, démarquez-vous à travers ce que vous faites, travaillez dur. Une histoire personnelle, mais aussi une réalité plus large. Celle d'une différence qui appelle surtout à plus de regard, plus de compréhension et moins de jugement. Et l'albinisme n'est pas la seule affection génétique qui continue d'affecter de nombreuses familles béninoises. La drépanocytose reste un défi majeur de santé publique au Bénin. Malgré les avancées en matière d'information et de prise en charge, les chiffres restent préoccupants. Alors, les professionnels de santé et les associations intensifient les campagnes de sensibilisation afin de promouvoir le dépistage précoce et le conseil génétique pour mieux vous permettre de comprendre les enjeux liés à cette maladie et les moyens de lutte. Kodos Abdoulaye et Macléo Dadan Oussodé ont rencontré un spécialiste. Voici un extrait de leur entretien. Parce qu'il faut aujourd'hui dire non à la drépanocytose, qui est une maladie chronique. Face à la drépanocytose, le non est formel au Bénin. Les chiffres sont préoccupants. 5% de la population béninoise en souffre, selon les statistiques récentes du Programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Mais on a encore des chiffres plus parlants. Quand on parle de portage de traits S, nous sommes à peu près à 20-22%. Et quand on parle de portage de traits C, donc, nous sommes à peu près autour de 10% de la population. La drépanocytose gagne du terrain au Bénin. Cette maladie héréditaire est toutefois évitable. Les parents peuvent éviter la drépanocytose à leurs enfants en cherchant à connaître très tôt leur statut. Donc lorsque je suis jeune et que j'ai envie de me mettre en couple et que j'ai un projet de procréation, je fais assez rapidement mon électrophorèse de l'hémoglobine pour connaître mon statut, connaître le statut de mon conjoint, et à deux, nous nous rendons chez un professionnel de la santé pour savoir si nous sommes compatibles, si nous pouvons faire chemin ensemble sans transmettre la drépanocytose à nos enfants. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, célébrée le 20 juin prochain, la mobilisation se veut plus forte que jamais. À Cotonou, une marche réunira professionnels de santé, associations de citoyens autour d'un même message: informer, prévenir et agir pour faire reculer la drépanocytose au Bénin. Ouvrons à présent une parenthèse culturelle dans ce journal placé sous le signe de la découverte et du rapprochement entre les peuples. Dans le cadre du renforcement des échanges culturels entre la Chine et le Bénin, le Centre culturel chinois de Cotonou propose une exposition immersive où le réel et le virtuel se rencontrent pour faire voyager les visiteurs au cœur de l'un des joyaux du patrimoine chinois. Entre innovation technologique, histoire et richesse culturelle, ce vernissage offre une expérience originale aux amoureux d'art et de patrimoine. Les images étant fortes de l'événement avec Gildas Vito et Patrick Diosso. Éventail et encre, entre réel et virtuel. Voici une exposition en 4 espaces où dialoguent l'encre et le numérique, la tradition et l'innovation, l'originel et l'original. C'est une activité parascolaire consacrée, désignée pour les étudiants qui suivent les cours de la langue chinoise au Centre culturel chinois. Primo, l'espace de calligraphie où, pinceau en main et encre en arrosoir, chacun démontre sa virtuosité. J'ai fait des cours
Donc je me suis un peu entraînée. Depuis notre enfance, on avait fait le français avec des lettres, donc avec des caractères comme ça, des dessins. C'est quand même amusant. Secondo, l'espace d'éventail calligraphié réalisé par des calligraphes de l'Association des calligraphes de Chine. Ces éventails, j'ai l'habitude de regarder des films. Je vois des gens, des Chinoises qui prennent avec, ils utilisent pour se combattre. Je me dis que voir ces éventails, c'est des lames, c'est des trucs du genre, mais à ce que je vois ici, c'est sûr que ces éventails sont différents de leurs éventails, mais c'est à peu près la même chose. Et c'est une bonne marque d'éventail. Ça donne aussi une autre sensation. En fait, ce que nous on a l'habitude d'utiliser ici, c'est souvent fait de paille ou soit de natte. On a l'habitude d'utiliser pour les cuisines, tout et tout, mais ces éventails sont différents. Tu peux l'utiliser pour quand tu es dans la chambre, peut-être quand tu as chaud. Tertio, l'espace des créations culturelles et artistiques inspiré du patrimoine culturel chinois. C'était tout juste pour se distraire avec quoi. Juste pour distraire, on regardait des pandas. Je ne sais pas si c'est que le panda est beaucoup plus pour eux quelque chose de marque ou quelque chose de symbolique, mais la plupart de leurs dessins, on voit toujours panda. Partout, il y a toujours du panda. Quarto, l'espace banquet de nuit au palais des Tang où, casque VR vissé aux yeux et aux oreilles, chacun voyage et explore la vie de Luo Niang, constituée avec des personnages emblématiques de l'époque. C'est très émouvant. On a pu assister à une scène où on a vu des Chinoises qui étaient en train de prester. Après, on a pu observer encore dans quelques décors, on a vu des personnages. Donc c'était un peu comme si on vivait l'événement en direct. Voilà les 4 espaces où se côtoient et se tutoient les calligraphies traditionnelles et les réalités virtuelles de la Chine impériale des palais Tang. Dans l'autre actualité, ce verdict qui sonne comme une réhabilitation et qui met un terme à plusieurs années d'incertitude au sein du mouvement africain des sports boules. Contesté dans son existence même après le retrait de son agrément par la Fédération internationale de pétanque et jeux provinciaux, la Confédération africaine des sports boules retrouve aujourd'hui toute sa légitimité à la faveur d'une décision du tribunal arbitral du sport. Une victoire juridique aux répercussions majeures pour l'avenir des sports boules en Afrique. C'est ce que nous rapportent ici Blaise Adampo et Oded Dosso. La Confédération africaine des sports boules retrouve l'intégralité et la plénitude de ses prérogatives. Le tribunal arbitral du sport décide que la CASB regagne son statut de confédération continentale de la FIPJP, sans que cette réintégration ne signifie l'exclusion de la CASP. Après plusieurs mois de bataille juridique et judiciaire, le tribunal arbitral du sport a tranché en faveur de la KSB dans le différend qui l'opposait à la Fédération internationale de pétanque et jeux provinciaux. Cette décision, qui est sans appel, constitue une victoire juridique majeure pour la Confédération africaine de sport boule et au-delà pour l'ensemble du mouvement bouliste africain. Le TAS a rendu sa sentence, mettant fin au feuilleton judiciaire né du retrait en mai 2025 de l'agrément de la KSB au profit d'une nouvelle entité continentale. Face à cette situation, la KSB avait décidé de saisir la plus haute juridiction sportive, convaincue de la légitimité de ses droits et soucieuse de préserver les intérêts du mouvement sportif africain. Parce qu'il y a un long chemin qui nous attend. Il y a des brebis qui se sont égarées parce qu'il y avait un vide. Ces brebis, on doit les reconquérir, leur donner raison et leur dire que c'est l'Afrique qui compte. Et nous sommes venus aujourd'hui prendre langue avec le président de la Confédération pour être édifiés par le contenu des résultats et de la sentence du TAS. Et nous partons réconfortés. Nous avons pris acte de la vérité aujourd'hui et nous serons porteurs de la voix de la KSB à l'endroit de nos pairs. Après une année de turbulences administratives, l'heure est désormais à la reconstruction, car au-delà des procédures, c'est le terrain qui a le plus souffert de cette crise. La Confédération africaine de sport boule continuera à travailler sans relâche dans un esprit de dialogue, de responsabilité
et du respect des institutions sportives internationales. Conforté par le verdict du TAS et soutenu par l'accord de siège diplomatique accordé par l'État béninois, la KSB peut désormais se tourner vers l'avenir et retrouver les terrains avec les regards tournés vers les 10e championnats d'Afrique prévus au mois de juillet prochain. À présent, autour de l'actualité hors de nos frontières, marquée par le Cameroun, avec l'opposant Issa Chiroma Bakary, qui porte plainte en France contre le président Paul Biya et plusieurs responsables du régime. Puis, à l'occasion du Mondial 2026, le Ghana dénonce le refus du Canada d'accorder un visa à son international Thomas Partey. Le détail avec FIFA-main Atadeji Okunde. Sécurité continue de faire des victimes dans le nord du Nigeria. L'ancien général Rabi Aboubakar, ex-porte-parole de la défense nigériane, est décédé alors qu'il était retenu en captivité après son enlèvement avec son épouse il y a 2 semaines. Selon les autorités, il aurait succombé à des complications liées à des problèmes de santé. Son décès relance les inquiétudes face à la recrudescence des enlèvements contre rançon perpétrés par des groupes armés dans plusieurs régions du pays. L'opposant camerounais Issa Chiroma Bakary porte son combat sur le terrain judiciaire. L'ancien ministre, aujourd'hui en exil, a déposé 2 plaintes devant la justice française contre le président Paul Biya et plusieurs hauts responsables du régime. Il dénonce des violations des droits humains commises lors de la répression des manifestations qui ont suivi l'élection présidentielle de 2025. Pour l'heure, les autorités camerounaises n'ont pas réagi à cette initiative. Le Ghana conteste la décision du Canada de refuser un visa à son international Thomas Partey. Le milieu de terrain de 32 ans qui doit être jugé en Grande-Bretagne dans une affaire de viol présumé ne pourra pas disputer le premier match de sa sélection à Toronto. Accra estime que cette décision repose sur des accusations qui n'ont pas encore été tranchées par la justice. La FIFA rappelle de son côté que les questions de visa relèvent exclusivement des pays hôtes de la compétition. Retrouvez à la suite de ce journal votre émission de divertissement Guichet fermé. À 21h, Bénin TV vous propose le documentaire « Police, veuillez présenter votre ADN ». À partir de 22h, du football pour vous, avec le plateau reporter de la Coupe du Monde 2026, suivi du match entre le Brésil et le Maroc à 23h. Ce journal s'arrête ici. Vous pouvez le retrouver tout de même sur les différentes plateformes digitales de Bénin TV et de la SRTB. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Bonsoir chez vous.